Notamment sur les immune checkpoints. Donc on a le plaisir d'accueillir Brigitte Autran, professeure d'immunologie à Paris, qu'on ne présente plus, je sais, qui a été pionnière pionnière dans l'immunologie du VIH. Et donc là, on est maintenant sur des choses très intéressantes d'interface avec le cancer et l'immunologie. Donc Brigitte va nous parler des immune checkpoints et des réservoirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, je remplace Amélie Guillot, qui est MCUPH dans notre laboratoire et qui est souffrante et ne peut faire cette présentation. Et il s'agit d'un travail collectif dont je vous présente ici tous les auteurs et bien évidemment la participation des patients. Alors, je voulais profiter de cette communication pour refaire un peu le point sur les immune checkpoints et le parallèle qu'il y a entre la défense immunitaire antitumorale et la défense immunitaire antivirale. Vous avez tous suivi, bien sûr, l'actualité, même si vous êtes des spécialistes du VIH, vous avez tous vu ce papier de Science parlant du Breakthrough of the Year. C'était en 2013, et c'est vrai que depuis 2013, on assiste à une explosion des succès thérapeutiques des molécules qui sont des anticorps monoclonaux ciblant ces immune checkpoints. L'enthousiasme dans le milieu de cancérologie, et Jean-Pierre en est proche, est très proche de l'enthousiasme que nous avons connu avec l'avènement des antirétroviraux. C'est vraiment quelque chose qui est très similaire et qui fait plaisir. Quand on a connu les succès des antiviraux, eh bien, on est content de voir que nos collègues du monde de la cancérologie connaissent les mêmes joies de pouvoir peut-être guérir leurs patients, en tout cas les soigner correctement. Alors, que font ces immune checkpoints ? Et donc, ce qui a été vu très rapidement, c'est que les inhibiteurs de PD1 ou les inhibiteurs de CTLA4, c'était surtout CTLA4 au départ, appliqués dans une des tumeurs qui étaient les plus réfractaires au traitement, étaient capables d'induire des succès thérapeutiques extraordinaires. Et vous en avez un exemple sur cette photo de droite, je n'arrive pas à manipuler la souris, où vous voyez donc régresser l'image de mélanome en même temps qu'on s'amplifie l'infiltration cellulaire. Et donc, on voit tout de suite que le fait de bloquer ces immune checkpoints permet de réactiver la réponse immunitaire et de proposer un rejet de la tumeur comme on fait un rejet de greffe rénale ou cardiaque. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette tumeur et en quoi cette tumeur, finalement, est proche d'une infection VIH ? Donc, on sait qu'une tumeur, c'est un puissant stimulant antigénique. On commence à comprendre avec la génomique quels sont les antigènes qui sont reconnus par le système immunitaire dans ces tumeurs. Et on sait que ces tumeurs sont capables d'attirer des lymphocytes qui vont pénétrer dans ces tumeurs, qu'on appelle les TIL, Infiltrating Lymphocytes. Et donc, cette stimulation antigénique devient chronique, bien sûr, puisque ces tumeurs persistent. Et cette activation chronique, ça vous rappelle quelque chose, cette activation chronique du système immunitaire par les antigènes tumoraux va d'abord produire une réponse antitumorale bénéfique, mais qui est très très vite débordée par un épuisement des lymphocytes T infiltrant ces tumeurs. Et cet épuisement, il est lié à l'expression croissante de cette myriade de molécules qu'on appelle les immune checkpoints, ou en français, les points de contrôle immunitaire ou de rétrocontrôle. Donc, cette stimulation chronique aboutit à l'épuisement cellulaire, et cet épuisement cellulaire est associé à l'expression sur ces lymphocytes de ces points de contrôle immunitaire. Que sont ces points de contrôle immunitaire ? Eh bien, c'est une myriade de molécules qui apparaissent à la surface de la cellule T. Ces molécules ne sont pas là pour rien, elles sont là pour interagir avec les molécules qui sont en face, dans les cellules que voient les lymphocytes T. Les lymphocytes T voient des cellules présentatrices d'antigènes, mais ils voient aussi des cellules tumorales et, dans le cas du VIH, des cellules infectées par le VIH. Et donc, il y a, on va utiliser des anglicismes, un crosstalk, une conversation entre le lymphocyte T et la cellule qui va lui présenter l'antigène, tumorale ou infectée. Et cette conversation prolongée épuise le répertoire de fonctions de cette cellule T
grâce du fait de ces interactions. Comment cela se passe-t-il? On connaît de façon précise les interactions et les signaux moléculaires que ces molécules, telles que PD1, qui est devenue maintenant la reine des points de contrôle immunitaire, on sait qu'elle est capable de bloquer la prolifération cellulaire, bloquer les signaux d'activation de la cellule, bloquer la production de cytokines, la production de fonctions de cytotoxicité et, de façon ultime, induire la mort de la cellule. Donc il y a un vrai continuum entre l'activation antigénique chronique, l'expression de ces molécules et la panne, la perte de fonction. Et vous avez bien vu le parallélisme entre l'immunité antitumorale et l'immunité antivirale. D'ailleurs, nos collègues canadiens, avec l'équipe de Jean-Pierre Routy et de Rafik Sekali, avaient montré en parallèle à l'équipe de Bruce Walker qu'effectivement, il y avait une surexpression de ces immune checkpoints, notamment PD1, sur les cellules CD8 antivirales et particulièrement des CD8 anti-VIH chez les patients infectés par le VIH. Ils avaient montré qu'il y avait plus d'immune checkpoints sur les T anti-VIH du sang périphérique, on n'est pas dans la muqueuse là, que sur les T anti-EBV ou les T anti-CMV. Ils avaient montré que le taux de PD1 exprimé à la surface des cellules CD8 était proportionnel à la réplication virale, et ils avaient montré que le traitement antirétroviral, en réduisant la réplication virale, permettait de réduire cette expression d'immune checkpoint. Alors depuis, ça c'était des études de physiopathologie, depuis la révolution thérapeutique donc, que je vous ai présentée au début a avancé, et on sait aujourd'hui que l'utilisation thérapeutique d'anticorps monoclonaux, produits bien sûr en qualité clinique, ciblant ces différents immune checkpoints, et en particulier CTLA4 et maintenant de plus en plus PD1, ou son ligand PDL1, sont capables d'antagoniser de façon très puissante les signaux négatifs induits par ces molécules. Donc, les signaux négatifs induisaient le frein, et finalement, les anticorps anti-PD1 réaccélèrent la réponse immunitaire et provoquent ce rejet de tumeur. Le développement clinique, comme je vous l'ai dit, a été fulgurant et les succès sont extraordinaires avec des AMM qui sont sortis extrêmement rapidement dans les cancers du poumon, dans le mélanome bien sûr, dans les cancers du côlon, dans les cancers du rein, etc. Alors, est-ce que cela a quelque chose à voir de façon thérapeutique avec l'infection VIH? La réponse est oui, bien sûr, puisque les cancers sont la cause principale de mortalité des patients infectés par le VIH, traités, et notamment le cancer du poumon est la cause la plus fréquente aujourd'hui de cancer chez ces patients, en partie liée au tabagisme excessif de ces patients. On ne saurait trop le répéter. La particularité de ces cancers, c'est que non seulement ils sont fréquents, mais ils sont graves. Ils sont plus graves que dans la population générale, notamment le cancer du poumon, probablement parce qu'il y a un déficit immunitaire ou un état dysimmunitaire chez ces sujets, mais aussi parce que les chimiothérapies conventionnelles posent des problèmes d'interaction médicamenteuse avec les antirétroviraux notamment, et donc sont plus difficiles à manipuler. Et de ce fait, l'INCa avait souhaité, il y a quelques années, mettre en place un centre national de référence des cancers associés à l'infection VIH qui s'appelle CancerVie en France et qui est coordonné par notre collègue Jean-Philippe Spano à la Pitié-Salpêtrière. Ce centre de référence discute la quasi-totalité des cas cliniques de patients infectés par VIH souffrant de cancer, discute des indications thérapeutiques et de plus en plus donc suggère d'utiliser des inhibiteurs d'immune checkpoint, mais il faut savoir qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de données d'efficacité ni de données de tolérance de ces traitements chez les patients VIH qui ont toujours été systématiquement écartés des essais cliniques. Or, la tolérance est un vrai problème chez ces patients, car chez les patients traités par ces molécules, par ces anticorps, car ces anticorps anti-immune checkpoint, en provoquant une réactivation de la réponse immunitaire,
provoquent des effets secondaires immunologiques qui peuvent être très sévères, notamment digestifs, mais également de type auto-immun. Donc la question de la tolérance est une question centrale chez le patient non-VIH, mais aussi chez le patient VIH, et bien évidemment la question de leur efficacité. Donc grâce à Cancervie, l'équipe de Jean-Philippe Spano, de Jacques Cadranel et les différentes équipes françaises ont pu regrouper un certain nombre de données préliminaires de tolérance chez les patients VIH traités pour cancer du poumon par un inhibiteur de PD1. Et vous voyez ici les résultats obtenus, déjà les caractéristiques de ces patients. Vous voyez que d'une manière générale, les patients traités avaient des taux de CD4 relativement corrects à l'initiation du traitement. Ils avaient également un bon contrôle de la réplication virale pour la plupart. Ils étaient traités par des antirétroviraux de façon correcte. Vous voyez qu'ils avaient tous un cancer du poumon, bien sûr, qui était un cancer étendu et qui était en échec des premières lignes de chimiothérapie, ce qui a été donc l'indication d'un traitement par anti-PD1. Ce traitement par anticorps monoclonal se fait donc par injection intraveineuse toutes les 3 semaines. Et ces patients ont été suivis de façon très scrupuleuse sur différentes caractéristiques de l'infection VIH. Et vous pouvez voir qu'après 4 infusions de ces anticorps, eh bien, il n'y a pas eu de modification majeure du taux de CD4. Il n'y a pas eu non plus de blip ou de changement drastique de la capacité de contrôle de la réplication virale. Et vous voyez également que sur le plan de l'efficacité antitumorale, eh bien, les résultats sont le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous pouvez dire, voilà, il y a 50% de sujets qui ont une rémission partielle ou qui ont une réponse partielle au traitement. 50% n'ont pas répondu au traitement. Mais en fait, le même résultat est obtenu dans la population générale. Alors, il y a l'effet antitumoral. Est-ce qu'il y a un effet anti-VIH ? Et encore une fois, l'équipe de Rafik Sekali, Jean-Pierre Routy, avait montré que si l'on traite in vitro des cellules T anti-VIH avec des anti-PD1, eh bien, on peut restaurer leur fonction. Donc, il y a toute raison de penser qu'un traitement anti-PD1 chez un patient VIH pourrait aider à restaurer leur fonction immune, leur réponse immunitaire. Est-ce qu'il peut y avoir un autre objectif, un troisième objectif à un traitement par inhibiteur d'immune checkpoint chez les patients VIH? La réponse est oui. Vous avez vu ce matin dans la superbe présentation de Nicolas Chaumont qu'un certain nombre de cellules, que la majorité du réservoir VIH semble être abritée par des cellules qui expriment un grand nombre de ces immune checkpoints. Nous avons également pu faire des analyses en complément de celles de Benjamin Descours et montrer que par contre, les cellules CD32A ne sont pas enrichies en PD1 et ne sont pas enrichies en différents immune checkpoints. Donc il y a un autre objectif des traitements par anti-immune checkpoint qui pourrait être de cibler certaines cellules du réservoir et la dérépression qu'induiraient ces anticorps anti-PD1 pourrait peut-être permettre de réactiver le virus et donc de faire l'objectif 2 en 1, c'est-à-dire cibler les réservoirs peut-être avec des immune checkpoints pour déréprimer le contrôle de la réplication virale et en même temps activer la réponse immunitaire, donc le shock and kill en un seul médicament, en réactivant les cellules CD8 anti-VIH. Alors, grâce à Cancervie, nous avons eu l'opportunité de suivre de façon exhaustive 2 patients, enfin, au sein de ces douzaines de patients que je vous ai présentés. Ici, un premier patient qui a été présenté l'année dernière, et vous voyez que peu de choses se sont passées au niveau de son ARN viral, rien du tout, et très peu de choses, une fluctuation au niveau de son ADN viral dans le sang périphérique. Par contre, vous voyez que dès les premières injections, il y a eu un pic d'inflammation important avec production d'IL-6 très importante dans le sérum. Est-ce que cette inflammation s'est associée à un pic d'activation immunitaire CD4 ? La réponse est non. Très peu d'activation chez ce patient, tant CD4 que CD8. Est-ce que
le fait de cibler les inhibiteurs de checkpoint, et en particulier PD1, a permis de diminuer l'expression de PD1 sur les cellules T périphériques. La réponse est oui. Et aussi sur les cellules T anti-VIH. Et de ce fait, il a été observé une réascension transitoire de la fonction immune anti-VIH des cellules CD8. Mais c'est tout. Chez un deuxième patient, des événements plus importants ont été observés, avec cette fois-ci peu d'inflammation, des blips de réplication virale avec de l'ARN plasmatique détecté, un ADN VIH décroissant de façon spectaculaire dans le sang périphérique, arrivant à la limite du seuil de détection après 4 à 6 injections, et ceci de façon durable. Comment peut-on expliquer ce résultat ? Il y avait eu chez ce patient-là une augmentation de l'activation immune, CD4 et CD8, une diminution très importante de l'expression de PD1 sur les cellules T, notamment anti-VIH, et une réascension profonde et durable de l'immunité CD8 anti-VIH. Nous en sommes là. Que peut-on conclure ? Il faut être extrêmement prudent. On ne sait pas encore quelle est l'efficacité antitumorale des anti-PD1 ou des autres immune checkpoints dans le contexte de l'infection VIH. On a des éléments préliminaires rassurants sur la tolérance. Il semble que la tolérance soit du même ordre que celle qui est observée chez les patients non VIH et qu'il n'y a pas de danger particulier de déséquilibrage de l'infection VIH d'une manière générale. Y a-t-il d'autres bénéfices immunovirologiques ? Il semble qu'il y ait une restauration de la réponse immunitaire, soit transitoire, soit plus durable, et que dans certains cas, ces phénomènes puissent converger vers une réduction du réservoir viral. Néanmoins, il faut être très prudent. C'est un cas sur 2. Nous en analysons évidemment beaucoup d'autres. Et grâce à l'ANRS, qui a mis en place une cohorte nationale de surveillance de la tolérance et des phénomènes immunovirologiques chez ces patients, la cohorte Oncoviac, nous aurons l'opportunité d'évaluer de façon plus systématique l'efficacité de ces traitements et voir s'ils prennent une place dans l'arsenal proposé des traitements et des différentes stratégies thérapeutiques de mise en rémission de l'infection VIH. Donc j'aimerais remercier ici bien sûr Amélie Guillot et tous les collaborateurs du laboratoire d'immunologie, le laboratoire de virologie de Vincent Calvez et Anne-Geneviève Marcelin, et bien sûr l'ensemble des cliniciens pneumologues français, des patients, et le réseau Cancervie qui a joué un rôle absolument irremplaçable dans ces premiers résultats. Merci. Et Jean-Philippe Spano. Merci Brigitte pour cette présentation très claire. J'ai une première question, c'est en dehors est-ce qu'en termes de tolérance, tu envisagerais que ça puisse être utilisé en dehors de cancer chez les patients VIH, dans la stratégie targeting du réservoir, ou est-ce que tu penses qu'il y a pour le coup une toxicité qui sera difficile à accepter ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut être encore prudent et à mon avis, il n'y a pas assez de données de tolérance dans le monde pour pouvoir passer à des applications à l'infection VIH en dehors du cancer. Je pense que d'ici la fin de l'année 2018, on aura suffisamment de données qui nous permettront de mettre en place des essais, mais je serais curieuse de connaître la position des différents cliniciens de la salle. Dans la salle, il y a des... Christine ? Bon, j'avais une question, pas encore une position, parce qu'effectivement, on a fait la demande. Mais Brigitte, d'abord, merci de nous éclairer, comme toujours, avec beaucoup de pédagogie. Mais d'ailleurs, c'est toute la session de ce matin. Non, je me demandais si finalement, on part du cancer. Le cancer, il faut rejeter une tumeur. On imagine que c'est un gros boulot immunitaire qu'il faut faire. Quand on veut juste empêcher une conversation qui se prolonge, on n'a peut-être pas besoin du même coup de massue. Et voilà, est-ce que vous pensez que... je me rappelle, quand c'était l'interleukine, il y avait même des adeptes des petites doses. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'on a des modèles pour voir à quel niveau de dose d'anti-PD-1, Pembro niveau, peu importe, on pourrait avoir cet effet, sachant que dans le VIH pur, on voudrait juste restaurer, mais pas forcément tuer une tumeur. Voilà, j'ai toujours un raisonnement un peu comme un antiviral ou voilà.
On s'est amusé avec Christine Rosioud à essayer de calculer la masse globale du réservoir VIH. Même chez un patient traité VIH par des antirétroviraux de façon optimale et avec un virus quasi indétectable dans le plasma ou indétectable, il y a quand même des dizaines de milliards de cellules infectées dans l'organisme, parce qu'il ne faut pas oublier que 98% des lymphocytes sont dans les tissus. Donc la masse tumorale infectée, on peut vraiment faire le parallèle entre l'infection VIH et un cancer. Le réservoir VIH se réplique, et Benjamin l'a très bien dit, grâce aux cellules actives qui produisent du virus, ou comme Nicolas l'a montré ou rappelé ce matin, grâce à la prolifération homéostatique. Et donc finalement, l'ennemi que représente le réservoir de VIH, c'est pas très différent de l'ennemi que représente une tumeur. Et je ne suis pas sûre qu'en diminuant le niveau d'attaque contre le VIH par rapport à ce qu'on utilise sur le cancer, on sera plus efficace. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment utiliser les mêmes outils que pour le cancer, mais pas, on ne peut pas diminuer les doses, on ne peut pas diminuer ces traitements. Alors on est un petit peu en retard, donc on va prendre une dernière question. Je suis désolé parce qu'on c'est un sujet passionnant. Une question naïve, Brigitte. Est-ce qu'on peut imaginer que les patients VIH qu'on a observés ici répondent, que les modifications au niveau de la réaction anti-VIH sont liées à leur réponse au cancer, et que le cancer joue un rôle dans une espèce de phénomène de... Tu as bien compris qu'on n'a pas assez de données pour répondre, mais on est en train d'analyser ça. Bien sûr. Et encore une fois, c'est la cohorte OncoVIAC qui va nous permettre de l'analyser. Je suis désolé, on est obligé d'avancer pour laisser un petit peu de temps pour la dernière présentation. On est un petit peu en retard. Merci beaucoup, Brigitte, encore. On va accueillir Mariama Sadjo Diallo, alors, qui va nous parler du réservoir chez les patients VIH2. C'est un sujet passionnant qui n'est pas si souvent abordé et très intéressant, puisqu'il y a quand même des